Quelle différence entre cet extrait et celui-ci? Le volume a augmenté? Non. Les deux extraits sont joués au même volume maximal. C'est le volume ressenti qui a augmenté. Ça, les professionnels de l'audio l'ont bien compris, ça s'appelle la guerre du volume et c'est ce que je vous explique aujourd'hui. Si la guerre du volume fait l'objet de débats enflammés chez les professionnels de l'audio, le grand public, lui, ne semble peu familier de ce phénomène. Pourtant, il affecte radicalement les productions musicales que nous écoutons et surtout, il structure les pratiques professionnelles dans l'industrie musicale. Il faut dire que le sujet est difficile à comprendre, ses logiques techniques sont assez complexes. Nous, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à ça et on va voir comment ça affecte la musique que nous écoutons. On s'intéresse plus précisément à la guerre du volume dans la musique enregistrée depuis les années 90, c'est-à-dire la plus connue et la plus médiatisée des guerres du volume. Car il y a bien d'autres guerres du volume qui existent, à d'autres époques que le tournant du XXe et du XXe siècle, et dans d'autres secteurs industriels que la musique. Je vais en mentionner certaines de ces guerres du volume dans la vidéo, mais je ne vais pas m'y attarder dessus, puisque je consacrerai sûrement d'autres vidéos à ce sujet. Revenons donc au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la guerre du volume dans la musique enregistrée depuis les années 90. On va commencer par la définition bateau. La guerre du volume, c'est la course au volume ressenti engagée dans l'industrie musicale depuis les années 90. Alors rien qu'avec cette phrase, on peut comprendre beaucoup de choses. Premièrement, qu'il existe effectivement une course au volume ressenti, c'est-à-dire que tout le monde veut avoir l'air plus fort que tout le monde. Les directeurs de labels, les artistes, les ingénieurs du son, les producteurs, les programmeurs radio, tout le monde a intérêt à ce que sa musique soit diffusée plus forte que les autres. Alors intérêt, difficile à prouver, ça fait l'objet de débats, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une musique plus forte, ça attire plus l'attention. Est-ce qu'une musique plus forte nous paraît meilleure ? Globalement, quand même, oui. Deuxième chose à comprendre à partir de cette définition, que le volume et le volume ressenti sont deux choses bien différentes. Tenez-vous bien, la guerre du volume est une mauvaise traduction de la loudness war. Loudness en anglais veut dire Sony. Or, Sony en français, ce n'est pas volume, mais c'est volume ressenti. Et c'est là le nerf de la guerre, à volume égal, le volume ressenti peut varier. Je donne un exemple audio dans un instant, vous comprendrez mieux, c'est promis. Troisième point à retenir de cette définition, on s'intéresse à l'industrie musicale depuis les années 90. Pourquoi les années 90 ? Parce que c'est à cette époque qu'arrivent de nouveaux outils numériques dans la production et la diffusion. Si la guerre du volume existait déjà à l'époque du vinyle et encore avant, le numérique, lui, n'a fait qu'amplifier un phénomène déjà ancien, mais timide. Sans plus attendre, je vais vous montrer comment s'opère cette inflation sonore d'un point de vue technique. Alors, il y a deux procédés. Le premier, je vais y revenir rapidement dessus. Le second, je vais vraiment détailler ça parce que c'est le plus important. Le premier, c'est augmenter les médiums et les hauts médiums. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est plus sensible à certaines fréquences qu'à d'autres. C'est le résultat de l'évolution naturelle. On est plus sensible aux fréquences de la voix humaine, médium et haut médium. Donc, plus on diminue les basses et les extrêmes aigus, plus on augmente le volume perçu, puisque c'est là qu'il y a le plus d'énergie, c'est dans les basses et les aigus, en tout cas à volume égal. Avec cette courbe, vous allez tout comprendre. Vous voyez que pour un même décibel, c'est-à-dire pour une même énergie, la basse s'entend beaucoup moins bien que le médium ou le haut médium. La technique pour augmenter le volume est donc très très simple, on booste les médiums et les hauts médiums. Deuxième procédé, le plus important mais aussi le plus difficile à comprendre, la réduction de la gamme dynamique. On utilisera aussi l'expression compression dynamique, même si ce n'est qu'un outil parmi d'autres de réduction de la gamme dynamique, mais passons. La réduction de la gamme dynamique est utilisée pour augmenter le volume moyen. Le principe repose sur l'idée que tout support, qu'il soit analogique ou numérique, dispose d'un plafond, un niveau maximal. Étant donné l'existence de cette limite, on est tenté de toujours l'atteindre, de toujours être le plus fort possible. Pour ce faire, on baisse les moments les plus forts et on augmente les moments les plus faibles. Et voilà, le volume moyen augmente et donc aussi le volume ressenti. Car l'être humain est ainsi fait qu'il perçoit comme plus fort un programme sonore dont le volume moyen est plus élevé, ceci à niveau maximal instantané égal. Je vous ai perdu, c'est pas grave, illustration. On va prendre un exemple caricatural en faisant nous-mêmes ce boost de niveau. Voici l'extrait original.
Étant donné que la piste atteint déjà le niveau maximal, en l'occurrence quand les éléments percussifs jouent, il faut rogner ces instants les plus forts si l'on veut augmenter le volume moyen et donc ressenti. Pour cela, on utilise typiquement un limiteur. Voilà ce que ça donne avec un limiteur agressif et un peu caricatural, je l'avoue. Voilà, l'extrait sonne bien plus fort et sur le court terme, un son plus fort paraît meilleur. Cependant, c'est vous qui possédez le bouton de volume, vous risquez donc d'ajuster votre volume ainsi. Écoutons les deux extraits à volume ressenti égal, d'abord avec la piste surcompressée. Et maintenant, la piste originale non compressée. Vous l'entendez, on perd notamment le punch de la batterie, de la séparation entre les instruments, bref de la vie, de la respiration dans la musique. Maintenant que vous connaissez les deux techniques au cœur de la guerre du volume et notamment la compression dynamique, on peut parler du numérique. Je vous l'ai dit, quand on parle de guerre du volume, on fait référence aux années 90 et 2000, c'est-à-dire l'arrivée des technologies numériques dans la musique, du moins deux paradigmes numériques. Premièrement, côté diffusion avec le CD, je vous l'ai dit, ça permet d'avoir des niveaux de compression très élevés. Et côté production avec les limiteurs. Alors les limiteurs, c'est des logiciels un peu sophistiqués, mais vraiment très accessibles, pas chers, faciles à utiliser. Et ça a donné à tout un chacun, que ce soit les professionnels ou les amateurs, le moyen d'avoir des niveaux de Sony très élevés. Côté diffusion, donc, le CD permet de restituer des niveaux de compression extrêmement élevés. Avant le CD, le support roi c'était le vinyle, et le vinyle, lui, ne pouvait pas avoir de tel niveau de compression. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que si on a des niveaux de compression trop élevés, notamment dans les basses, la pointe de lecture risque de sauter du sillon. La deuxième raison, c'est que le temps de lecture, le temps de gravure sur un vinyle est limité. En général, c'est entre 20 et 25 minutes. Et en fait, plus on a des niveaux de compression élevés, moins on a de temps de lecture, puisque en fait, un volume fort, c'est un volume qui prend plus de place sur le sillon du vinyle. Voilà, du coup, un master loud, une version loud de la musique, ça fait un temps de lecture du vinyle réduit. Voilà, pouvoir écraser le signal audio du côté de la production et du côté de la diffusion, c'est ce qui fait du numérique le coupable tout trouvé. Coupable car la loudness war est perçue par beaucoup comme un désastre du point de vue de la qualité subjective de la musique. L'industrie de la musique qui est marquée de quelques jalons à ce sujet, notamment la sortie de l'album Death Magnetic de Metallica, qui avait fait l'objet d'une pétition de la part de fans. Ils avaient été outrés par la piètre qualité d'un album surcompressé. Ils avaient demandé à ce que sorte une version alternative du disque, comme celle présente sur le jeu Guitar Hero. C'est assez cocasse, mais en fait, Guitar Hero recevait les pistes séparées et donc bypassait le mastering, il bypassait une étape de la production de la musique, et cette étape, c'est là notamment où on avait boosté le volume. Du coup, sur Guitar Hero, on avait un album de Metallica plus dynamique, moins loud et beaucoup plus agréable et musical. En tout cas, c'était l'avis de la plupart des fans qui avaient signé cette pétition. Et l'album n'est jamais sorti dans cette version, mais sur internet, on peut trouver une version Guitar Hero de l'album Death Magnetic de Metallica. Quelles sont donc les critiques adressées à la guerre du volume et à la surcompression dynamique? Le premier est évident, c'est la perte de dynamique. Alors, dynamique au niveau macro. Les sections d'un titre sont moins différentes, par exemple l'introduction et le refrain vont avoir à peu près le même niveau. Alors au début ça attire l'attention, on a une introduction qui est très très forte, mais au final ça rend l'écoute assez fatigante et assez lassante. Et dynamique au niveau micro, on perd notamment des transitoires, c'est-à-dire les premiers instants d'un son qui sont souvent assez percussifs. On va perdre ça, vous l'avez entendu dans l'extrait que je vous ai joué, on perd le punch de la batterie, on perd beaucoup de vie, beaucoup de respiration dans la musique. Second défaut, la distorsion, un peu difficile à comprendre, je ne vais pas m'épancher dessus. La distorsion inclut de la saturation harmonique, ça peut être jugé agréable, c'est une question de goût. Certains aiment justement cette distorsion-là. Globalement, c'est quand même un artefact qui peut être assez déplaisant. Troisième défaut que je veux vous partager, la diminution des basses. On observe que beaucoup de productions dans les années 2000
ont beaucoup moins de basses que dans les années par exemple 80 ou 90. Ça se voit notamment dans le hip-hop, qui est un genre où les basses sont prédominantes. Je vous en ai parlé tout à l'heure, l'oreille humaine est moins sensible aux basses qu'au médium et au médium. Il faut donc faire un compromis quand on augmente la Sony. Dernier défaut et pas des moindres, la fatigue auditive, voire la surdité. Et oui, un volume moyen élevé endommage notre système auditif. Davantage que les volumes instantanés très élevés mais courts, c'est le volume moyen qui peut mettre à mal notre système auditif. La guerre du volume est donc aussi un enjeu de santé publique. Qu'est-il donc fait pour contrer ce phénomène si néfaste? On l'a dit, des pétitions de fans, mais aussi des tribunes d'ingénieurs du son, des recommandations d'institutions spécialisées. Dans d'autres secteurs, on a même des lois. Par exemple, la publicité en France depuis 2010 est réglementée. Les pubs ne peuvent pas être jouées plus fort que les programmes TV. Mais dans la musique, rien n'y fait, la guerre du volume persiste. Personne ne voulant capituler, la Sony augmente, jusqu'en 2009 en tout cas, où un espoir naît avec Spotify et la normalisation audio. Spotify, leader d'un marché du streaming alors balbutiant, propose une option activée par défaut, la normalisation audio. Grâce à une mesure objective du volume ressenti, donc subjectif, l'application va baisser les titres les plus compressés pour les jouer au même niveau ressenti que les titres plus dynamiques. Une petite révolution qui faisait suite en fait à des plaintes d'utilisateurs frustrés des gaps de volume ressenti dans leur playlist. Voilà, c'est donc des plaintes d'utilisateurs plutôt qu'une prise de position par rapport à la guerre du volume. Il n'empêche, la mesure est accueillie avec enthousiasme par les anti-loudness wars. Certains vont jusqu'à prophétiser la fin de la guerre du volume. Pour autant, et malgré l'adoption de cette technologie, la normalisation audio, par beaucoup d'acteurs du streaming au cours des années 2010, la guerre du volume persiste. Aujourd'hui, on est sur un plateau légèrement descendant, mais un plateau quand même. C'est-à-dire que depuis 2010, la Sony moyenne des productions musicales est à peu près la même. On n'a pas retrouvé la dynamique et la Sony faible des années 80 par exemple. Alors pourquoi est-ce qu'on continue de produire de la musique si compressée? Qu'est-ce qui pousse les acteurs de la musique à perdre des informations jugées utiles et agréables si au final on n'est pas plus fort que son voisin sur les plateformes de streaming? Y a-t-il d'autres raisons à l'augmentation de la Sony? Tout ça, c'est ce que je détaille dans cette deuxième partie de la vidéo. Voilà, on vient de résumer le phénomène dans son histoire la plus connue. Je vais vous donner maintenant une histoire un peu alternative, en tout cas plus détaillée de la guerre du volume. Ça va nous permettre justement de comprendre l'évolution du phénomène. Pour rappel, nous nous étions arrêtés à 2010 environ. La normalisation audio arrive sur Spotify. Au cours des années 2010, elle est intégrée à d'autres dispositifs. Et pourtant, on a juste une stabilisation du phénomène, on n'a pas les niveaux de Sony des années 80, on n'a pas cette même dynamique. Qu'est-ce qui se passe? La première raison est évidente, la normalisation audio n'a pas été adoptée par tous les diffuseurs. Spotify le fait depuis 2009, Apple Music depuis 2015, YouTube depuis 2016, mais SoundCloud et Bandcamp persistent et n'ont toujours pas d'outils de normalisation audio intégrés. Pareil pour les platines de DJ numériques. Les platines numériques des DJ n'ont pas d'outil de normalisation et on peut le comprendre. On imagine mal un DJ utiliser ça, il la désactiverait pour être plus fort que ses voisins qui passent avant ou après son set. Pareil pour les boutiques en ligne qui vendent des tracks pour les DJ, justement, il n'y a pas de normalisation audio dessus. Donc quand on compare deux morceaux qui sont vendus sur ces sites, on peut avoir un morceau qui paraît beaucoup plus fort que l'autre et on a peut-être tendance à vouloir acheter le morceau qui paraît plus fort. Surtout si après en club, on peut justement passer ce morceau à un niveau plus fort qu'un morceau plus dynamique. Autre espace de diffusion qui n'a pas d'outil de normalisation audio, la radio. La radio, c'est un peu plus compliqué parce que la guerre du volume s'y joue à deux niveaux. Déjà parce que les radios aiment avoir des titres loud, des titres forts pour être plus fort que ses voisins. Et aussi parce que les radios appliquent elles-mêmes un traitement de la dynamique qui permet de booster le niveau. Voilà, il y a aussi une guerre du volume à la radio qui se fait en parallèle de la guerre du volume dans la musique enregistrée. Je vous détaillerai ça dans une autre vidéo, je ne vais pas m'épancher dessus aujourd'hui. Et c'est pour ne pas se priver de ces marchés potentiels, les radios FM, les clubs et SoundCloud et Bandcamp, que les acteurs de la musique continuent de produire des titres très très loud. Et ce, malgré le poids croissant des acteurs du streaming dans nos habitudes de consommation. La seconde raison, c'est que la guerre du volume et la compression dynamique permettent de pallier aux limitations techniques de certains dispositifs. Je pense notamment aux enceintes Bluetooth aujourd'hui ou Walkman il y a 20 ans. Ces dispositifs ont des capacités de reproduction très très limitées parfois.
on a des niveaux de basse et des niveaux en fait maximaux qui sont assez faibles et donc en compressant, on peut augmenter le niveau moyen maximal possible. D'ailleurs, les constructeurs ont bien compris ce phénomène et participent de leur propre guerre du volume. Par exemple, certains fabricants de téléphones utilisent des limiteurs pour booster le niveau des haut-parleurs et de la sortie casque. Ça permet deux choses. Déjà, on économise de l'argent, puisqu'un limiteur c'est quelques lignes de code, alors qu'un meilleur circuit électronique c'est bien plus cher. Et deuxièmement, la loi européenne a fixé un niveau électrique maximal des sorties casque des téléphones. Pour protéger la santé des auditeurs les plus jeunes, l'Union européenne interdit un certain niveau électrique sur les sorties casque. Et c'est assez cocasse puisqu'en fait, c'est contourné par un dispositif, par un procédé, la compression dynamique, qui est accusé justement d'endommager notre audition. Je m'égare un petit peu, mais pas complètement, puisqu'en fait, c'est une autre guerre du volume. Je vous en parlerai d'ailleurs dans d'autres vidéos. On va continuer tout de suite et on arrive à la troisième raison. Troisième facteur éclairant sur l'état de la Sony aujourd'hui, l'état de la guerre du volume, l'esthétique. Voilà, la guerre du volume aujourd'hui, ça a produit une certaine esthétique, des titres très compressés, même s'ils sont joués à un volume ressenti égal. Et ben cette compression, ça produit des artefacts, ça produit un certain type de son qu'on commence à apprécier. Il y a certains auditeurs qui aiment ce type de son. Voilà, c'est sujet à débat, mais au-delà du débat, en fait, c'est une question de goût. On peut aimer les artefacts produits par la surcompression dynamique et on peut aimer le fait qu'on ait un volume qui soit tout le temps très fort. De plus, la Sony moyenne, si elle est à peu près stabilisée depuis 2010, voire elle baisse, en fait, on est peut-être meilleur aujourd'hui dans la guerre du volume. Et pour citer un ingénieur du son mastering français, on est plus fort à mettre du volume qu'avant. En d'autres termes, les ingénieurs du son, leurs compétences, leurs outils se sont améliorés et aujourd'hui, si on arrive à des niveaux de compression très élevés, peut-être que la dynamique subjective, l'impression de dynamique est plus élevée, peut-être qu'on est meilleur à faire des titres ultra compressés et qu'on a une réduction de la dynamique qui se fait de manière plus naturelle, plus musicale. Quatrième facteur, celui-ci très important, retenez bien la nomadification de l'écoute musicale. Derrière ce terme barbare, une chose assez simple, on écoute la musique de plus en plus dans les transports en commun et dans la rue. Or, ces environnements sont très bruyants. Et le bruit de fond créé vient masquer les éléments les plus faibles de la musique qu'on écoute. La compression dynamique permet de remédier à ce problème. En augmentant ces niveaux faibles, on permet de faire émerger la musique dans son entièreté au-dessus du bruit de fond ambiant. Un titre compressé, c'est un titre qu'on entend très bien dans le bus ou dans la voiture. Cinquième et dernière raison, et c'est assez cocasse, la musique est devenue un bruit de fond. On observe en effet que beaucoup d'auditeurs utilisent la musique pour masquer d'autres bruits. Et pour ce faire, la réduction de la gamme dynamique s'avère diablement efficace. D'abord parce qu'elle empêche les autres bruits d'émerger, et deuxièmement parce qu'elle rend la musique elle-même moins distrayante, au sens où elle détourne moins l'attention. Voilà donc qui nous éclaire sur la persistance de la guerre du volume en 2021. Je vous ai donné un peu toutes ces raisons en vrac, il est difficile de juger le poids de chacune. Est-ce que c'est la normalisation audio qui a fait baisser le phénomène ou stabiliser? Est-ce que c'est les pétitions de fans? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que tout ce dont je vous ai parlé, la base de la base, c'est la compétition économique. Ce qui guide les choix de chaque acteur de la musique, c'est l'impératif économique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas un niveau de compression élevé, à la fin, c'est le choix économique qui va porter la décision finale. Voilà, on vient de s'intéresser à la guerre du volume dans la musique enregistrée depuis les années 90, mais il y en a d'autres à d'autres époques dans d'autres secteurs industriels. Je vous ai parlé par exemple de la guerre du volume chez les radios FM qui appliquent leur propre traitement de la dynamique. Je vous ai parlé de la guerre du volume chez les fabricants de téléphones portables qui ont aussi leur propre traitement de la dynamique, mais il y en a partout ailleurs, dans d'autres époques surtout, même au début du XXe siècle. Si ça vous intéresse, restez sur cette chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche, puisque je ferai d'autres vidéos sur le sujet, sur d'autres guerres du volume. Moi, je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous dis à très bientôt.